Ici Moscou. Le 26 mars 2000, 12 semaines après la démission de Boris Yeltsin, le peuple russe s'est choisi un nouveau président. En Russie, un petit tour et ça suffit. Pour Poutine, le président par intérim est définitivement embauché avec plus de 52% des voix, contre un peu plus de 30% à son principal adversaire, le communiste Evgeny Zyuganov. Élu dès le premier tour, Vladimir Poutine, inconnu du grand public un an plus tôt, a réussi un incroyable tour de force. Le maître du Kremlin a rassemblé sur son nom à la fois les nostalgiques de la grande Union soviétique, mais aussi les libéraux, les partisans d'une Russie politiquement forte et économiquement libérée. Dès le départ, Vladimir Poutine se présente comme l'incarnation de toutes les Russies. Et en creux, son ambition est claire, la connivence des extrêmes. Tout ce que notre histoire a connu de meilleur, nous le transmettrons à nos descendants. La Russie post-soviétique a renversé les hiérarchies, en ouvrant la voie à des destins hors normes, au cœur d'un monde vérolé et violent. Vladimir Poutine en est la parfaite illustration. En moins de 10 ans, ce modeste officier du KGB, réputé médiocre, s'est emparé du pays à la manière d'un voyou. Alors, parvenu au sommet de la pyramide, comment a-t-il exercé le pouvoir ? Et pouvait-on déceler dans ses discours et ses pratiques des indices de ce qui allait se passer 20 ans plus tard ? Dans cet épisode, vous allez comprendre que Vladimir Poutine avance sans doute masqué depuis bien longtemps, avec un objectif, la vengeance. Ici Moscou. Chers auditeurs, veuillez écouter la revue de la presse soviétique d'aujourd'hui. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Poutine, le tsar soviétique. 4e épisode, la danse de l'ours. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ce 4e épisode commence le 1er janvier 2000, au Kremlin, à Moscou. La veille, vous vous souvenez que Boris Yeltsin a démissionné. Chers Russes, je pars. Et en ce premier jour de l'année, jour férié, il a réuni ses collaborateurs. Prenez au moins un jour de congé, dit Boris Yeltsin à quelques-uns de ses anciens ministres. C'est un ordre le dernier. À la Russie, enchaîne le ministre de la Défense. On trinque à ce départ inattendu, aux souvenirs partagés et à la nouvelle vie de l'ex-président. Yeltsin n'est plus qu'un simple citoyen russe, mais un citoyen à part. Il ne peut faire l'objet d'aucune enquête judiciaire ni administrative. Ses maisons, ses voitures, ses biens ne peuvent pas être perquisitionnés. Ainsi le veut le premier décret signé par son successeur, Vladimir Poutine, le président par intérim. Mais hier soir, les moscovites s'en moquaient. Le plus remarquable après la démission surprise de Yeltsin, c'est que son départ fait l'unanimité. Le mépris des Russes n'affecte guère Yeltsin. Il sait qu'une retraite dorée et paisible l'attend. Il lui reste alors 7 ans à vivre. Boris Yeltsin a démissionné de ses fonctions à la fin de l'année 1999, alors qu'il est extrêmement affaibli, très déconsidéré, malade, alcoolique, etc. L'historienne Françoise Dossé. Vladimir Poutine, donc, est présenté comme son successeur, puisqu'il est d'abord nommé Premier ministre avant d'être élu, dans un contexte où un certain nombre d'acteurs agissent pour le faire élire, disons, qu'il est le produit aussi de ces cercles dirigeants de la fin de l'époque de Boris Yeltsin, marqués notamment par l'influence très importante d'un certain nombre d'oligarques, comme Boris Berezovsky, qui se sont très fortement enrichis dans les années 90 grâce au programme de privatisation et qui ont
acquis à la fois une fortune donc économique et des postes d'influence politique. Et en fait, ces oligarques pensent faire élire un des leurs, en la personne donc de Vladimir Poutine, qui pourra à long terme continuer à servir leurs intérêts. Il a été élu aussi avec cette promesse de ne pas poursuivre son prédécesseur. Donc promesse qu'il a tenue, effectivement, c'est-à-dire qu'il n'a pas engagé de poursuite contre Boris Yeltsin et contre un certain nombre de ses proches suspectés de corruption. Par contre, il n'a pas reconnu l'héritage politique de Boris Yeltsin, puisque dès son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine prend ses distances très très nettement avec l'héritage des années 90, héritage considéré comme une période de chaos et d'affaiblissement profond de la Russie, alors que lui se présente comme le restaurateur de la grandeur russe. Durant la campagne présidentielle, l'entourage de Vladimir Poutine lui fabrique l'image d'un type sympathique et empathique, avec une attention toute particulière accordée à l'armée et aux militaires. La Russie doit se défendre, c'est déjà son credo. Pendant 2 mois, il fait le voyage dans toutes les régions de la Fédération et il est omniprésent dans les médias sans participer à un seul débat. Le soir du premier tour des élections, le démissionnaire Boris Yeltsin attend les résultats devant sa télévision. Mon emploi du temps ne sera plus le même, bien sûr. Il a déjà changé. Je n'ai plus cette pression permanente. Toute la Russie sur les épaules, heure après heure, jour après jour. Il y a des problèmes à tel endroit. Il s'est passé quelque chose ailleurs. Il faut trouver des solutions. Des milliers de papiers à signer tous les jours. Des milliers. Et il en a toujours un tas haut comme ça. Haut comme ça. C'est un travail infernal. Mais maintenant, ça ne dépend plus de moi. La pression est sur Vladimir Vladimirovitch Poutine. Il a repris mes fonctions. Le 26 mars, à 20h, Vladimir Poutine est élu au premier tour avec 52% des voix. Ce soir-là, Boris Yeltsin attend en vain un coup de fil de son successeur. C'est la moindre des choses. Mais Vladimir Poutine donne le ton et ne se pliera jamais à cette courtoisie. Alors, il est élu, certes, mais sur quel programme ? Il porte effectivement un programme de sortie du désordre très compliqué pour la population russe des années 1990. N'oublions pas qu'en 1998, la Russie a subi une effroyable catastrophe financière. Le philosophe Michel Elchaninov. Que le pays, effectivement, s'est beaucoup appauvri dans les années 90, notamment à cause de la captation par ceux qu'on appelle les oligarques des richesses nationales. Boris Yeltsin, le premier président démocratique d'après l'Union soviétique, est un homme malade, fatigué, on lui cherche un remplaçant. Le FSB propose plusieurs remplaçants et c'est finalement Vladimir Poutine qui fera l'affaire. Donc il promet d'abord d'exercer le pouvoir différemment. C'est un homme jeune, c'est un homme sportif. Il ne ressemble ni au vieillard qui dirigeait l'Union soviétique avant la chute de l'URSS, ni à Boris Yeltsin qui était malade. Il va rapidement d'ailleurs proposer une forme de culte de la personnalité New Age en se mettant en scène comme jeune réformiste. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il va affirmer qu'il veut faire revenir la Russie à ce qu'on appelait à l'époque les standards internationaux. C'est-à-dire un pays qui fonctionne, où les salaires sont payés, où les retraites sont payées, où les infrastructures marchent à peu près. Et ça sera sa première tâche de réformer le pays. Alors, il bénéficie d'une chance incroyable puisque la Russie étant un grand exportateur de matières premières, les années 2000 vont correspondre à une hausse de ces matières premières.
manière. Donc il va pouvoir moderniser le pays finalement grâce à des rentrées d'argent. Et puis la dernière chose qu'il propose, c'est déjà un premier rassemblement national autour de lui à l'occasion de la seconde guerre de Tchétchénie, lancée donc en 99-2000, et qui lui permet de gagner une popularité inouïe en se montrant comme chef de guerre. Et donc il montre à la Russie que ce pays peut être restauré non seulement dans ses fondamentaux sociaux et économiques, mais aussi dans ce qu'il appelle sa dignité, c'est-à-dire l'idée suivant laquelle la Russie va être une puissance respectée, et cette guerre en Tchétchénie qu'il va mener avec une brutalité sans nom va lui permettre de dire à son peuple: regardez, je peux mettre au pas des indépendantistes qui menacent de faire exploser la Russie. Durant cette campagne électorale, l'équipe de Poutine a confié une mission à un cinéaste russe, Vitaly Mansky. J'ai été chargé de commencer le tournage d'un film destiné à la campagne électorale de Vladimir Poutine. Précisons que Mansky deviendra plus tard un dissident du régime. Владимир Владимирович, система у нас такая будет. Если позволите, мы так чуть-чуть покомандуем, да? Можно? Можно. En revisionnant aujourd'hui ces images, je me suis aperçu que déjà à l'époque, alors qu'il n'était que président par intérim, Poutine exprimait clairement les convictions qui le font vénérer par certains et détester par d'autres. Le plus important, c'est que les gens croient en tout ce que nous disons et faisons. C'est vraiment notre credo. Et il répond aux intérêts de la nation. Finalement, c'est tout ce qui compte. C'est la clé du succès. Le plus important, c'est que les gens y croient. Vladimir Poutine se retrouve en arrivant à la présidence avec un problème très difficile, qui est le problème de la mémoire du siècle soviétique, et qui est le problème de parties de la population qui sont parfois opposées entre elles. Il y a une partie de la population qui est un peu déjà nostalgique de l'URSS, qui considère qu'il y vivait bien, en tout cas dans la stabilité, et puis il y a une partie de la population qui a souffert atrocement des répressions staliniennes puis soviétiques, et qui ne rêve que de démocratie. Et il y a aussi une partie de la population qui se reconnaît désormais davantage dans la Russie d'avant la Révolution, dans le tsarisme, dans la confession orthodoxe. Et Vladimir Poutine doit essayer de réconcilier tous ces morceaux de la Russie. En tout cas, il décide, et ça je pense que c'est une décision que la Russie paye encore aujourd'hui, il décide de ne pas effectuer de travail de mémoire sur le siècle soviétique. Il décide de ne pas regarder en face les répressions staliniennes, les atrocités soviétiques, le despotisme, le totalitarisme, mais finalement de mettre une sorte de couvercle sur la mémoire soviétique et de réconcilier tout le monde. Donc il va mélanger les symboles. Il va effectivement rendre à l'armée rouge son drapeau rouge. Il va faire réécrire les paroles de l'hymne soviétique par le même homme qui avait composé l'hymne soviétique sous Staline, c'est-à-dire le père du célèbre cinéaste Nikita Mikhalkov. Composé lors de la Deuxième Guerre mondiale, cet hymne a été celui de l'URSS pendant 50 ans. Il glorifie Staline et la Russie communiste. Cette mélodie, les Russes vont donc l'entendre à nouveau, mais avec d'autres paroles. Vladimir Poutine ne voulait plus de l'hymne choisi en 93 par Boris Yeltsin, un chant patriotique du 19e. Le nouveau président russe rêve de redonner à la Russie sa grandeur d'antan. Il va tout de même adopter pour le pays, pour la nation, le drapeau russe d'avant la Révolution, c'est-à-dire qu'il va vouloir tout mélanger, il va mettre quelques symboles tsaristes de ci, de là, il va saupoudrer des morceaux de mémoire avec l'idée de tourner la page. Le problème, c'est que un pays qui a vécu 70 ans de soviétisme ne peut pas tourner la page. Et donc je crois que dans les années, les décennies qui suivront ces décisions de réconciliation, eh bien Vladimir Poutine porte aussi la charge de ne pas avoir voulu regarder le passé soviétique en face. Je profite de cet aparté pour vous demander ce qui s'est passé avec l'hymne. Vitaly Mansky, janvier 2000. En écoutant l'œuvre d'Alexandrov, pourquoi ne pas penser à la grandeur et à la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale plutôt qu'au goulag? Pourquoi associer obligatoirement cette musique aux pires aspects de la période soviétique?
Dans cette discussion concernant l'hymne national, je voulais que Poutine m'explique l'intérêt de repartir dans un passé dont la Russie contemporaine n'avait toujours pas fait le bilan historique. Je vous ai dit qu'il serait vain d'essayer de reproduire quelque chose, mais il est très important de sentir qu'il y a, chez une écrasante majorité des gens, une certaine nostalgie. Il ne faut pas tout leur retirer. Il faudrait faire table rase du passé, comme s'ils n'avaient jamais vécu. Est-ce qu'avec le choix de tous ces symboles remis au goût du jour, qu'ils soient d'ailleurs tsaristes ou soviétiques, est-ce que Vladimir Poutine ne nous dit pas dès le départ qu'il va régner par l'émotionnel? C'est-à-dire que l'émotionnel prend le pas sur le réel dès le début, dès les années 2000. Ah, effectivement, c'est une affaire de symboles et il va commencer, alors qu'il dit qu'il veut débarrasser le pays d'idéologie, il va commencer à construire peu à peu une forme de nouvelle idéologie faite un peu de briques et de broc, puisqu'il va vouloir réconcilier des moments très différents, voire opposés de l'histoire russe. La Russie des tsars, la Russie orthodoxe d'un côté, la Russie communiste de l'autre. Et il va le faire au nom de ce qui relie ensemble tous ces moments différents de l'histoire russe. Et ce qui lui relie, c'est l'idée d'empire. C'est-à-dire que la Russie tsariste était un empire, avait vocation dans sa propre logique à s'étendre, et l'Union soviétique, on le sait, était aussi un immense empire. Eh bien, Vladimir Poutine va tirer ce fil commun pour essayer de réconcilier son peuple, au lieu que celui-ci se dispute et parle du passé, de réconcilier son peuple autour de l'idée de puissance retrouvée et de revanche vis-à-vis d'un Occident qui en voudrait depuis toujours, depuis le XVIIIe siècle, dit Poutine dans un discours, à la Russie. Donc, sur le sentiment de revanche et sur le sentiment de grandeur, il va essayer de construire quelque chose qui réconcilierait les Russes au prix, je le répète, d'une vision lucide du passé. Sehr geehrte Damen und Herren. Vladimir Poutine, devant le Parlement allemand, 25 septembre 2001. Heute müssen wir fest und endgültig erklären. Aujourd'hui, nous devons le dire une bonne fois pour toutes. Der Kalte Krieg ist vorbei. La guerre froide est terminée. Die Welt befindet sich auf einer neuen Etappe ihrer Entwicklung. Le monde est entré dans une nouvelle étape de son évolution. Alors cet esprit de revanche, au départ, Michel Tchaninov, il n'est pas vraiment visible par les Occidentaux parce qu'il manifeste une assez grande cordialité. En 2001, au Bundestag, il affirme que la guerre froide est terminée. Les gens qui dirigent les pays occidentaux ont du mal à imaginer qu'il y a derrière ça un esprit de revanche. Il est assez fréquentable en vérité, Vladimir Poutine. En tout cas, Vladimir Poutine, lors de son premier mandat, veut fréquenter tout le monde. Et il parle à chacun de ses interlocuteurs la langue qu'il veut entendre. Il va, par exemple, en Chine et il insiste, face aux dirigeants communistes chinois, sur l'idée de souveraineté inviolable des États, qui est un principe très important pour les Chinois. Il va voir les Occidentaux, les Européens, et il va leur citer le philosophe Emmanuel Kant. Et il va même dire, au début des années 2000, que finalement la guerre n'est plus un moyen pour résoudre les conflits entre les nations et qu'il faut remplacer la guerre par la tentative pour créer une paix perpétuelle, comme le voulait Emmanuel Kant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait s'adapter à son interlocuteur. C'est d'ailleurs sa profession. Quand il a rencontré celle qui allait devenir sa femme, elle lui demandait « Mais quel est ton métier ?» Il lui a répondu « Je suis un spécialiste en relations humaines. » C'est-à-dire son métier, c'est de se déguiser, se travestir pour séduire son interlocuteur. Et dans cette première phase de ses présidences, il va effectivement essayer de plaire à tout le monde, aux dirigeants asiatiques, aux dirigeants américains. Alors, toute la question est de savoir s'il s'agit d'une adhésion de façade ou non. Je crois que Poutine, véritablement, dans ses premières années, au début des années 2000, est dans une phase d'observation. Il attend de voir quels sont les avantages qu'il peut tirer de ses interlocuteurs. Et puis, n'oublions pas que la grande passion du jeune Poutine, c'est le judo. Et d'ailleurs, Poutine a dit que finalement, sa vraie philosophie, c'est la philosophie du judo, qui consiste, dit-il, à respecter ses adversaires, mais qui consiste aussi à repérer leurs faiblesses. Et pour
repérer leurs faiblesses. Il faut un peu de temps et je crois que le premier mandat de Vladimir Poutine, véritablement, c'est ce moment où il observe quelles sont les faiblesses potentielles des uns et des autres. Pour son entrée sur la scène diplomatique internationale, Vladimir Poutine a choisi la Grande-Bretagne. Vladimir Poutine a été reçu aujourd'hui au Vatican par le pape Jean-Paul II. Premier voyage de Vladimir Poutine en Chine depuis son élection le 26 mars dernier. La Russie et la France sont ensemble, elles sont fortes, a-t-il ajouté en citant le général de Gaulle. À la fin du sommet du G8 et avant de reprendre le chemin de Moscou, Vladimir Poutine est allé taquiner les judokas japonais. Le président russe est ceinture noire, ce qui ne l'a pas empêché de chuter. Ce fut le seul faux pas de Poutine à Okinawa. Vladimir Vladimirovich Poutine. Cette élection, dès le premier tour, nous enseigne que le candidat Poutine a sans doute rencontré les aspirations profondes d'une majorité de Russes. Les gens qui nous entourent, les voisins, disent qu'il faut de l'ordre, avec un pouvoir fort. Le pays sort d'une décennie chaotique, plombée par la corruption et la misère. Les Russes se sentent humiliés et beaucoup d'entre eux sont très en colère contre Boris Yeltsin. Alors, porteuse d'un avenir meilleur, comment se passent les premiers mois de la présidence Poutine ? Poutine a de la chance parce qu'il va profiter des réformes qui ont été mises en œuvre sous Boris Yeltsin et qui vont commencer à apporter des fruits dans l'économie. L'historienne Françoise Thom. Les prix du pétrole vont monter en flèche, donc il va y avoir des retombées, la Russie va payer ses dettes et le budget va cesser d'être déficitaire très vite. Et donc le niveau de vie des Russes va monter pendant le début des années 2000 jusqu'en 2009. On a une ascension du niveau de vie tout à fait spectaculaire pour les Russes qui étaient habitués à une existence quand même très précaire. Et ça va former la base de ce qu'on appelle le consensus poutinien, c'est-à-dire qu'on abandonne nos libertés, on ne proteste pas de voir nos libertés, la liberté de la presse disparaître, la liberté politique disparaître, le champ politique qui est de plus en plus désertifié, l'opposition muselée, etc. Tout ça, les Russes vont l'accepter au nom de cette prospérité, pensant que finalement la démocratie leur a apporté la misère et le chaos, et puis la dictature va au contraire les sortir de ce marécage. Et en plus, il y a la satisfaction de voir Poutine vouloir établir la grande puissance russe, être pris au sérieux par les Occidentaux, parler sur un pied d'égalité avec les Occidentaux, etc. Tout ça, ça va jouer et entrer dans ce fameux consensus poutinien qui va se prolonger, on peut dire, jusqu'en 2011. Là, les choses vont commencer à se fêler. Beaucoup de choses dépendent du président en Russie. Beaucoup de choses dépendent du chef de l'État dans notre pays, bien entendu. Vladimir Poutine, 2000. Les fonctions du président sont définies par la loi. Elles sont très étendues et le président dispose de pouvoirs précis pour les remplir. Alors lorsqu'il est élu, Vladimir Poutine porte deux slogans au fond, restaurer la verticale du pouvoir et restaurer la dictature de la loi. Françoise Dossé. Cette idée de restauration de la verticale du pouvoir, elle est à comprendre au regard du fonctionnement de l'ensemble de la Fédération de Russie à cette période. Je rappelle simplement que la Fédération de Russie donc est construite sur un mode fédéral, constituée à l'époque de 95 sujets de la Fédération, donc ces grandes entités territoriales. Qui sont des régions, qui sont des grandes régions, qui ont acquis, en fait, dans les années 90, un pouvoir de plus en plus important, voire ont développé des revendications d'autonomie ou d'indépendantisme allant jusqu'à ce qu'on a pu voir en Tchétchénie, c'est-à-dire l'idée de république autonome qui pourrait se séparer de la Fédération de Russie.
On n'a aucun doute sur ce qui se passe là-bas en ce moment. Ce que les Russes font, c'est pour pouvoir exterminer tous les gens qui sont restés à Grozny. Ils veulent que les Tchétchènes aient peur et ne se révoltent plus. Lorsqu'il arrive au pouvoir, certains territoires ont obtenu des pouvoirs très très importants et sont dirigés par des présidents de républiques autonomes élus, donc qui sont en compétition presque avec le pouvoir fédéral, et puis d'autres républiques très pauvres qui, elles, vivotent dans certaines régions de la Russie. Donc comprendre cette idée de restaurer la verticale du pouvoir, c'est aussi restaurer le pouvoir de l'État central sur l'ensemble de ce très vaste territoire de 17 millions de kilomètres carrés. Et alors qu'est-ce que c'est que la dictature de la loi ? Alors la dictature de la loi, là aussi, c'est une réaction au fond à la désorganisation des pouvoirs publics en fait dans les années 90, alors que un certain nombre d'acteurs privés se sont emparés de pans entiers à la fois de l'économie, voire même du pouvoir. Donc c'est remettre au cœur de la construction étatique la loi fédérale, c'est-à-dire la loi du centre. Une fois élu, Vladimir Poutine réorganise son pouvoir. Il le centralise dans sa main de fer. Et puis, en parallèle à cette verticale du pouvoir, il va instaurer un système coercitif très sournois qu'on connaît sous le nom de zone grise. D'abord, d'où ça vient, cette idée de zone grise ? La zone grise, effectivement, a été pensée par Primo Levi à partir de son expérience concentrationnaire, et elle montre en fait comment, dans les camps de concentration, un certain nombre de prisonniers eux-mêmes sont amenés à collaborer avec les autorités du camp, à la fois pour faire fonctionner les camps et pour se protéger eux-mêmes. Et en fait, c'est cette forme d'engagement imposé qui va rendre de plus en plus floue la frontière au fond entre les bourreaux et les victimes. Et en fait, cette idée de zone grise a été reprise ensuite pour décrire les camps du Goulag à la période soviétique, où on assiste aussi à ce phénomène d'enrôlement d'un certain nombre de prisonniers dans des activités de gestion des camps, ce qui fait de ces victimes aussi des participants au mécanisme concentrationnaire. Et en fait, cette notion de zone grise a été ensuite reprise aussi par les sociologues pour montrer en fait toutes ces relations de loyauté réciproque qui peuvent s'instaurer entre des forces politiques coercitives et un certain nombre de citoyens enrôlés dans ces entreprises de contrôle de la société. Et donc on comprend bien que Vladimir Poutine use de ces procédés de loyauté réciproque où finalement il va contraindre une partie de la société russe à participer à son propre asservissement. C'est bien ça le paradoxe et le phénomène intéressant de ce qu'on peut qualifier aussi d'emprise sur la société. Emprise qui s'est construite dans le temps long de ces 20 années de pouvoir et qui ont été d'abord marquées à la fois par cette volonté de restauration d'un État fort, mais en même temps par des emprunts assez paradoxaux à un certain nombre de dispositifs venus des pays démocratiques. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, dès son arrivée au pouvoir, reprend à son compte la notion de société civile, plutôt empruntée au lexique démocratique, en disant vouloir construire dans son pays une société civile forte. Et pour créer cette société civile forte, il crée des institutions et surtout il met en place un programme de subvention présidentielle pour les associations. Et en fait, ce programme de subvention présidentielle va effectivement permettre à un certain nombre d'associations de bénéficier de crédits publics, mais va en même temps les engager dans ces relations de loyauté qui vont devenir de plus en plus oppressantes au fil des années. La zone grise donc. La zone grise. Ça, on parle du milieu associatif. Pour un parti politique, comment est-ce que Poutine procède avec ces zones grises ? Pour ce qui est des partis politiques, lorsqu'il arrive au pouvoir, de très nombreux partis politiques sont actifs et coexistent. Vladimir Poutine va d'abord faire adopter un certain nombre de lois qui vont rendre de plus en plus difficile la vie de ces partis politiques et les possibilités de leur participation aux élections. Il va aussi renoncer au suffrage démocratique pour un certain nombre d'élections, notamment les élections des gouverneurs et des maires des grandes villes qui ne seront plus élus mais nommés. Et puis ensuite des pressions là un peu plus directes vont s'exercer sur un certain nombre de leaders, notamment des partis libéraux et démocrates, empêchés de se présenter, voire menacés physiquement. Menacés physiquement parce qu'en effet parfois dans la zone grise on assassine. C'est ce qui est assez fascinant dans cette zone grise, c'est que la variété des dispositifs qui peuvent être mobilisés
est extrêmement vaste, puisque ça peut aller de pression ou d'invitation amicale à participer à un événement organisé par le pouvoir de façon assez correcte et polie, jusqu'à des pressions économiques directes ou à des violences physiques qui peuvent aller jusqu'à effectivement l'assassinat ou la tentative d'empoisonnement. L'affaire a tout d'un roman d'espionnage. Un rendez-vous secret dans un restaurant de Piccadilly Circus, des documents passés sous la table, et quelques heures après, un ancien espion russe pris d'atroces douleurs. Le 1er novembre dernier, Alexander Litvinenko, ancien agent du KGB réfugié politique en Grande-Bretagne, rencontre dans ce bar à sushi du centre de Londres un contact italien. L'homme lui aurait remis une liste noire des noms des personnes impliquées dans le récent assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaya. Alexander Litvinenko a été assassiné en 2006, après la réélection de Vladimir Poutine en 2004. Entre les deux, le président russe a célébré le 60e anniversaire de la victoire soviétique sur les nazis en 1945. Et lors d'une cérémonie, Poutine a prononcé un discours qui s'ouvrait par une petite phrase qui mérite qu'on s'y arrête. Vladimir Poutine, 25 avril 2005. Avant toute chose, il faut reconnaître que la chute de l'URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Que signifie, dans l'esprit de Poutine, cette catastrophe géopolitique du XXe siècle ? Alors, je pense qu'à l'époque, il faut comprendre exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire que lui-même a vécu l'effondrement du bloc de l'Est, de son poste du KGB à Dresde. L'historienne Sabine Dulin. Il a vu ensuite donc le démantèlement de cette grande patrie pour laquelle il servait dans le cadre du KGB. Et je pense que pour lui, effectivement, dès l'instant que sa vision de la Russie, c'est une vision de grandeur, de puissance, ça ne peut pas être une nation normale, si tant est qu'il existe une nation normale. Et de ce fait, bien sûr qu'il a vécu la fin de l'URSS comme une défaite. Et c'est intéressant parce que c'est pas comme ça que tout le monde l'a vu à l'époque. C'est-à-dire que les Russes Gorbatchev le premier n'a pas vécu ce qu'il a entrepris comme une défaite. Il l'a au contraire vu comme une réunification du monde, comme la fin du monde divisé en deux, comme la possibilité d'avoir un monde en commun. Donc c'était au contraire, ce n'est pas une défaite, c'était au contraire entrer dans un nouveau monde, dans un futur. Et des gens comme Yeltsin étaient également dans cette optique-là. Et à l'époque, le désir d'Occident, le désir d'Europe était extrême dans les grandes villes russes. On espérait quelque chose. Alors ensuite, il y a eu énormément d'espoirs déçus, un échec complet sur le plan économique de la transition, l'enrichissement des oligarques, et tout ça évidemment pesait très fort sur les sentiments de frustration à l'intérieur de la population. Mais ça, c'est une évolution des Russes. Pour Poutine, je pense qu'il n'y a pas eu d'évolution. C'est-à-dire que lui a toujours vu cet effondrement de l'URSS comme une défaite. Cet effondrement, ce sentiment de défaite et d'humiliation à l'égard des Occidentaux, Poutine va à nouveau l'affronter. Et ce, dès les premiers mois de son premier mandat. Le 12 août 2000, la Russie est au cœur de l'actualité mondiale. Le Koursk ne répond plus. Depuis ce matin, plus aucun signal en morse n'est émis par les membres d'équipage du sous-marin nucléaire échoué au fond de la mer de Barents. Les tentatives de sauvetage échouent les unes après les autres. Un sous-marin nucléaire en perdition, le symbole d'une Russie au bord de l'abîme. Au bout d'une semaine, l'état-major russe se résigne enfin à rencontrer les familles des sous-mariniers pris au piège du Koursk. Les télévisions montrent la mère d'une des victimes apostropher violemment le vice-premier ministre Ilya Klebanov. La séquence est oppressante et dévastatrice. Cette mère d'un jeune sous-marinier russe, les cheveux courts et les cernes creusées, est à bout de nerfs. Elle demande au vice-premier ministre russe s'il a des enfants. Elle est certaine que non. Sinon,
il agirait différemment. L'homme est sans voix, paralysé par la douleur de cette mère. Excédée, elle lui intime d'aller se suicider devant autant de cruauté et d'incompétence. Une doctoresse s'approche avec une piqûre anesthésiante. La femme s'agite, son visage se tord, sa détresse est bouleversante. L'effet est dévastateur pour l'image du jeune président Poutine. Cette image sera supprimée des journaux télévisés dès le lendemain. Revoir ces images aujourd'hui, c'est déjà comprendre bien des choses. Je crois que sa défiance à l'endroit de l'Occident s'est faite progressivement. Michel Elchaninov. Il y a une période 2000-2008 dans laquelle les signes de méfiance se multiplient. Alors, il y a beaucoup d'événements. Il y a le naufrage du Kursk, ce sous-marin qui coule avec des marins russes, au cours duquel Poutine est très critiqué pour le retard et la mollesse de sa réaction. Et notamment les médias occidentaux et américains ont beaucoup critiqué Poutine alors qu'il venait juste d'arriver au pouvoir. Mais ensuite, il y a des événements géopolitiques qui le chiffonnent bien davantage. C'est la révolution des roses en Géorgie en 2003, qui voit l'arrivée au pouvoir du pro-occidental Mikhail Saakashvili. C'est le Maïdan ukrainien de 2004. N'oublions pas que Vladimir Poutine a été formé dans les services secrets, qu'il n'a pas véritablement de culture démocratique, puisque c'est un homo soviéticus, et que pour lui, une révolution est d'abord quelque chose de manipulé par des services étrangers. Et je crois que dans son esprit, ces révolutions populaires et démocratiques en Géorgie ou en Ukraine sont d'abord des manipulations étrangères. Il voit ensuite des pays d'Europe et notamment des pays de l'ancien bloc soviétique adhérer à l'Union européenne et à l'OTAN, par exemple les pays baltes. Et donc, dans son esprit, progressivement, se construit l'idée suivant laquelle l'Occident veut, comme il le dira plus tard, repousser la Russie dans un coin. La diviser avec le terrorisme tchétchène, la repousser dans un coin en attirant vers l'Union européenne ou l'OTAN des pays qui appartenaient au bloc soviétique et fomenter des révolutions dans ce qu'il appelle son étranger proche, ce qu'il considère comme son domaine réservé. Bref, Vladimir Poutine, au milieu des années 2000, commence à se méfier de plus en plus des Occidentaux et essaye d'en tirer un parti politique. C'est-à-dire qu'il essaye de dire à son peuple que l'Occident veut affaiblir la Russie et que la Russie doit prendre sa revanche. Ça aboutit au discours de Munich de 2007 où Vladimir Poutine montre sa volonté de ne plus suivre les ordres dans son esprit de l'Occident, mais d'avoir sa voix propre. Et donc tout ça se construit progressivement et Vladimir Poutine affirme de plus en plus clairement une forme d'opposition aux pays occidentaux. Vladimir Poutine, 10 février 2007. Qu'est-ce qu'un monde unipolaire ? Malgré toutes les tentatives d'embellir ce terme, il ne signifie en pratique qu'une seule chose. C'est un seul centre de pouvoir, un seul centre de force et un seul centre de décision. C'est le monde d'un unique maître, d'un unique souverain. En fin de compte, cela est fatal à tous ceux qui se trouvent au sein de ce système, aussi bien qu'au souverain lui-même, qui se détruira de l'intérieur. On est souvent tenté de croire qu'il y a deux Vladimir Poutine. Un premier Poutine fréquentable, raisonnable, celui des débuts. Je jure de respecter et de protéger les droits et les libertés des personnes et des citoyens. Et puis un second Poutine, menteur, brutal et irrationnel, celui des années 2010. Alors, qu'en est-il exactement ? Et moi, je pense qu'à y regarder de près, on pouvait voir le vrai Poutine dès le début. C'était mon cas d'ailleurs, je dis modestement. Françoise Thom. Encore une fois, la manière dont il s'est emparé du pouvoir, ce côté implacable et complètement indifférent à la vie humaine, puisque toutes ces populations ont été sacrifiées, aussi bien dans la guerre de Tchétchénie, les attentats terroristes, les attentats de Beslan, ensuite les attentats du théâtre. On voit cette indifférence à
à la vie humaine, ce manque total d'empathie qu'a Poutine, ce côté sociopathe, il apparaît dès le début. Je pense que le Poutine qu'on voit aujourd'hui n'est pas dû au Covid, n'est pas dû à la... On dit maintenant, avant le Covid, il était rationnel, il calculait les risques. Non, je crois que dès le début, il était enclin à prendre des risques. Alors, bien sûr, il s'inspirait de ce que les soviétiques appelaient la corrélation des forces. Tant que la Russie était faible et se percevait comme faible, il adoptait un profil bas et il préconisait la coopération avec l'Europe, avec les États-Unis. Au début de son règne, c'est sa politique qui a dupé les Occidentaux. Mais en fait, ça la tenait à son analyse de la corrélation des forces. Son but, c'était de rétablir la grande puissance russe. Et une fois qu'il était en position de force, son côté voyou allait apparaître, puisque une fois qu'il était en position de force, il pouvait poser des ultimatums et intimider. Il n'avait plus besoin seulement de séduire. Alors, dans un premier temps, il a séduit et ensuite, il a jeté le masque et il a commencé à parler en position de force quand il a eu ses missiles, cet arsenal de l'apocalypse qu'il a décrit en mars 2018. Quand on vous entend, on a quand même le sentiment qu'il est profondément soviétique, Vladimir Poutine. Oui. Oui, c'est un soviétique, un bolchevique évidemment, il n'est pas marxiste, il est attaché au marché, mais à un marché, une forme criminalisée du marché, un marché contrôlé par la bande. Parce qu'il raisonne pas en termes d'État, il raisonne en termes de bande. Et c'est ce qu'il faut comprendre aussi de sa politique impériale. Elle est fondée sur cet esprit de la solidarité de bande. Il faut que les pays environnants, les pays post-soviétiques, soient dirigés par des hommes qui dépendent de sa bande. Et si des gens sont élus qui ne dépendent pas de sa bande, ils s'imaginent que c'est forcément des agents de la bande rivale, celle des Occidentaux. C'est comme ça qu'ils se représentent le monde. Ils pensent que les Occidentaux, c'est une bande avec un chef de bande, les États-Unis, le président américain. Et si, par exemple, il y a des élections en Ukraine et ils élisent Yushchenko, qui ne dépend pas de la bande du Kremlin, eh bien, c'est forcément parce qu'il dépendra de la bande rivale. Il raisonne en termes encore une fois, en chef de bande. Nous arrivons maintenant en mai 2008. C'est le printemps en Russie et c'est aussi la fin du second mandat de Vladimir Poutine. L'ours doit passer la main. Dmitri Medvedev a donc été élu président de la République dès le premier tour et très loin devant les autres candidats. Il a recueilli 2/3 des suffrages. Sans surprise, il va succéder à Vladimir Poutine. La participation a été importante. L'opposition dénonce les conditions dans lesquelles s'est déroulé ce scrutin. En 2008, la constitution russe lui impose de lâcher le pouvoir. Il va donc devoir céder sa place à Dmitri Medvedev et il va devenir son premier ministre, une sorte d'inversion des rôles. Selon vous, Michel Tchaninov, comment vit ces 4 ans Vladimir Poutine? Alors, d'abord, il y a un accord entre Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev pour que Medvedev rende au bout de 4 ans la présidence à Vladimir Poutine. Il y a véritablement tout de même, il faut le rappeler, une torsion de l'esprit de la Constitution qui prévoyait qu'un président ne pouvait pas faire plus de 2 mandats de suite. Et donc, en proposant ce coup d'échec qui consiste à prendre le poste de Premier ministre pendant 4 ans, puis à revenir comme président, il y a véritablement une première grande transgression de la démocratie russe qui commençait à se raffermir. Alors, comment il le vit personnellement? Je crois que d'un côté, il est persuadé de la loyauté de Dmitri Medvedev, qui est son cadet, qui est sous son influence, qu'il connaît depuis longtemps, depuis la faculté de droit de Saint-Pétersbourg qu'il a faite comme lui. Donc je crois qu'il ne s'inquiète pas énormément des velléités d'autonomie de Medvedev, mais qu'il voit d'un mauvais œil tout de même ce qui plaît chez Medvedev à l'époque, notamment dans la partie libérale de la population, c'est l'idée de lutte contre la corruption, c'est une forme d'attirance
attirance pour toute la culture Internet, que Vladimir Poutine ne partage pas du tout. Donc, il y a quand même des petites dissensions qui apparaissent, et il est très important pour Vladimir Poutine de garder ce Dimitri Medvedev sous contrôle pour pouvoir revenir tranquillement en 2012. Donc, c'est pas une période facile, et en même temps, n'oublions pas que 2008, c'est l'année de la première grande aventure militaire russe en dehors de ses frontières, c'est l'invasion de la Géorgie. Il est 15h quand une colonne d'une 60aine de chars et de blindés sort de la ville de Gori et s'élance sur l'autoroute, créant un véritable mouvement de panique. En bord de route, les soldats russes entretiennent le suspense. Ouais, on va prendre Tbilissi, on va tout prendre. La Russie gagne toujours. Face à l'invasion russe, le président géorgien, Mikhail Saakashvili, tente de se défendre. Je voudrais dire au monde entier qu'une agression caractérisée est menée contre la Géorgie depuis quelques heures. La Russie a bombardé le territoire géorgien et des zones habitées. Ce n'est rien d'autre qu'une agression extérieure. Fuyant Gori, ces civils parlent de gens brûlés vifs dans les maisons, d'enfants abattus, de femmes violées. Nous sommes, je vous le rappelle, en 2008. Impression étrange en 2022. Cette invasion de la Géorgie, c'est une manière aussi, je crois, d'enfermer Dmitri Medvedev dans l'idée d'une opposition à l'Occident. Je crois que Dmitri Medvedev, en commandant cette opération militaire en Géorgie, est en quelque sorte enfermé dans le poutinisme dès le début. Il y a une transgression du droit international, il envahit un pays voisin, il y a de la violence, il y a des morts, et que Vladimir Poutine a peut-être enfermé Medvedev dans un piège mafieux en quelque sorte, qui est le prix du sang. Cependant, au-delà de cette opération militaire en Géorgie, au-delà de ce piège poutinien, la présidence Medvedev, entre 2008 et 2012, s'avère plus complexe qu'elle en a l'air. On a ensuite cette période assez intéressante de l'intermède de la présidence Medvedev. Françoise Dossé. Qui là va être une période de relative ouverture en fait, puisque Dmitri Medvedev est lui assez acquis aux vertus de la modernité, notamment de la modernité numérique, puisqu'il va beaucoup promouvoir l'usage d'Internet en Russie. Donc là, on a une phase, au fond, de relative ouverture, même si Vladimir Poutine est Premier ministre. Mais cette phase d'ouverture relative aboutit aux grandes manifestations de 2011-2012. Et là, c'est quand même un tournant. On a le sentiment que ce mouvement de 2011-2012 est aussi le fruit, au fond, des réformes de Medvedev. Et Vladimir Poutine supporte très mal, en fait, cette contestation du pouvoir qui surgit, qui remet en cause sa réélection, son retour au pouvoir. Et là, s'enclenche quand même un mouvement de brutalisation, de radicalisation du pouvoir, qu'on voit se développer là entre 2012 et 2022 de façon très claire. Après l'arrivée au pouvoir de Dimitri Medvedev, il fallait vite trouver pour Vladimir Poutine un moyen de faire savoir qu'il demeurait le chef. Il était évidemment question pour lui de se faire réélire en 2012. Alors, dès l'été 2009, l'ours de Sibérie se met en scène. Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev veulent donner d'eux l'image d'hommes simples, mais virils. L'incarnation d'une Russie forte et d'un pouvoir proche du citoyen. Quand il part en vacances, Vladimir Poutine est d'ailleurs omniprésent devant les caméras. Le voici sportif, en Sibérie, aventurier à la barre d'un hors-bord, musclé comme ici à cheval, et même généreux quand il offre sa montre à un jeune partisan. Pour interpréter les signes de cette virilité affichée, notre reporter, Martine Abbat, est allée rendre visite à la sémiologue Mariette Darigrand. Voilà, celle-là elle est très très bien. Sous leurs yeux, une photo. Alors là c'est Vladimir Poutine à cheval en Sibérie. C'est en 2009. Ça fait l'objet d'une série assez complète où on le voit pêcher, chasser, relevant des énormes brochets. Il tire sur les rennes. Il a un pantalon militaire, kaki, des grandes bottes et des lunettes de soleil. Et celle-là, elle vous interpelle? Ah oui, elle est très polysémique, elle contient beaucoup de sens et pour comprendre le personnage, c'est déterminant. Alors, la première chose qui frappe, c'est son torse nu.
montré non seulement sans pudeur, mais avec fierté. Alors là, c'est le Poutine qui reprend les hommes de l'Antiquité occidentale, les Grecs et les Romains, et en particulier César, parce que vous savez que le mot tsar vient de César, donc l'impérator, celui qui se déclare au sein même de la République empereur, ça a été ça Jules César. Donc Poutine reprend cette tradition de la nudité des hommes grecs et romains, et le torse, dans ce temps-là, il y avait des courses où les hommes pouvaient être nus, complètement nus d'ailleurs, à Rome, mais le torse, du coup, était qualifié, c'est comme un bouclier. Il était aussi dur, aussi solide et aussi protecteur. Il était en airain, les comparaisons étaient comme ça, et c'était un métal, et un métal glorieux. Donc la nudité n'avait pas du tout valeur d'intimité, mais au contraire, était la preuve que le gouvernant était capable de gouverner, car il avait un corps inoxydable en quelque sorte. Donc il reprend cette tradition, mais il la met dans sa culture des steppes. Et là, il fait allusion à la figure particulière du guerrier, disons, de eurasien, on pourrait dire, dans cette zone qui commence à l'ouest, mais qui va vers l'est, très, très loin, vers la Chine. Et ce guerrier-là, il est nomade. Et ça, c'est très particulier à cette zone géographique, car bien sûr, l'Europe occidentale, elle est sédentaire. Et elle s'est organisée autour des 3 grandes fonctions de la sédentarité. Le guerrier qui défend le territoire, le prêtre qui dit, voilà, c'est le bien, le mal, etc., qui est fondamentalement sédentaire, et puis le paysan, qui produit l'alimentation. Sur la terre. Sur la terre, exactement, qui est ancré sur la terre. Alors, ce que Poutine nous dit là, c'est pas ça. Le nomade eurasien, qui là est beaucoup plus puissant justement que le sédentaire, c'est ça qu'il dit implicitement. Il a un corps qui est capable de se mesurer au climat très, très sauvage. Et quand on le voit, là il est sur son cheval, alors le cheval c'est toujours un indice masculin, le bel étalon, il n'y a pas de doute, il y a comme on dit, une métonymie sexuelle entre lui, son propre corps et le corps du cheval, c'est un indice de virilisme, c'est-à-dire l'homme martial, dominateur, capable de contrôler les forces de la nature en particulier et les forces du féminin spécifiquement, qu'il a capté. Et Jules César est celui qui l'a capté dans le monde occidental, qui a dit les virils, c'est mes soldats. Donc lui, il a l'air de dire cela, Poutine, le viriliste en chef, venu de la steppe, va vers l'ouest, là, il se dirige vers la gauche de l'image. Mais dernier point de russophile, si vous voulez, c'est que vous savez que pendant la culture soviétique du kolkhoze, la nudité, ou en tout cas les bras nus, très musclés du paysan et de la paysanne, ces forces de la nature, ont été la preuve incarnée que l'agriculture soviétique, le kolkhoze, marchait. Donc la preuve par leur corps et leur blondeur des blés. Donc il y avait toute cette connotation liée à la nature agricole. Lui, il est dans la nature sauvage, mais il fait quand même une allusion à cette très discrète mais forte, je pense pour un public russe en particulier, à ce grand moment de l'agriculture des kolkhozes. En conclusion de ce 4e épisode, retenez qu'à l'aube des années 2010, Poutine, le tsar soviétique, s'apprête à revenir au Kremlin. Cependant, son retour est contesté. Une partie non négligeable de citoyens russes voudrait s'en débarrasser. Mais il va s'imposer. Et depuis, Vladimir Poutine rêve d'aller au bout de sa vieille ambition, celle qui l'anime depuis si longtemps. Vladimir Poutine, 30 décembre 1999. Un autre point de base de la consolidation de la société russe est ce que l'on peut appeler les valeurs traditionnelles et ancestrales des Russes. Aujourd'hui, ces valeurs se voient assez clairement. Si nous perdons le patriotisme, la fierté nationale et la dignité qui y sont associées, nous nous perdrons en tant que peuple capable de grandes réalisations. Le combat de la Russie éternelle contre l'Occident décadent, c'est l'horizon du dernier épisode. Poutine, le tsar soviétique,
un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Nicolas Lormeau, de la Comédie Française. Reportage, Martine Abat. Équipe éditoriale, Aude Cordonnier, Irène Menahem. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer. Prochain épisode, la Russie éternelle. Poutine, le tsar soviétique, est un podcast original de France Inter.